Quand vous travaillez sur un système d'information ou bien sur un logiciel, l'une des contraintes qu'il faut rapidement prendre en compte, c'est la sécurité. En gros, il faudrait que les utilisateurs qui veulent faire des actions sur votre système d'information ou dans votre système d'information aient un compte. Il faudrait que la personne ait créé un compte, en fait, tout simplement. Et deuxième chose, il faudrait que les personnes aient le droit de le faire, en fait, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on va donc dire ici, c'est qu'on va voir ensemble comment implémenter les deux termes qui sont les plus importants en termes de sécurité. En gros, l'authentification, ça veut dire que la personne qui vient sur votre système d'information a un compte et quand elle vous donne un login et un mot de passe, ou bien un autre moyen d'identification, bien sûr, vous reconnaissez la personne et puis vous lui ouvrez une session. Deuxième notion, c'est l'autorisation. Ça veut dire qu'une fois que la personne est sur votre système d'information, toutes les tâches ou les actions qu'elle souhaite faire, vous autorisez en fait la personne à le faire. Donc, les deux notions là, authentification, c'est la personne a préalablement créé un compte et quand elle revient, quand elle se connecte, vous la connaissez, vous lui ouvrez une session. Deuxième notion, c'est l'autorisation. Ça veut dire que vous l'autorisez, en plus de son compte qu'elle a déjà chez vous, à faire des actions en fait. Donc, dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment, avec Spring Security, on va donc autoriser les utilisateurs à créer des comptes chez nous. D'accord? On va leur envoyer un mail avec un code d'activation, comme ça se fait aujourd'hui. Et troisième chose, quand elles auront le code d'activation, elles vont donc pouvoir revenir derrière, activer leur compte. Donc, première chose, elles vont créer leur compte, on va la mettre à disposition, elles vont utiliser Postman, mais bon, l'idéal aurait été d'utiliser un formulaire. Elles vont utiliser Postman, elles vont créer un compte, chacune des personnes qui ont besoin de créer un compte chez nous. Deuxième chose, on stocke le compte dans la base de données. Et puis, troisième chose, on lui envoie un code d'activation par mail. Quand elle a reçu le code d'activation par mail, avec un délai bien sûr, on s'assure que le délai pour l'activation du compte n'est pas très long non plus. Quand elle aura reçu un compte d'activation ici, on va lui permettre donc d'activer son compte derrière. Pour ça, on va créer une petite application qui permet de collecter les avis des utilisateurs. Et quand la personne va vouloir donner son avis sur une solution ou bien sur un service qu'elle a reçu, il faudrait qu'elle soit d'abord authentifiée pour qu'on sache qui a donné l'avis en fait tout simplement. D'accord? Donc nous, dans cette première partie de vidéo, on va juste faire la première partie, création de compte et activation de compte. Dans la seconde partie, je ferai une deuxième vidéo où je vous montrerai comment la personne va s'authentifier et derrière, elle va pouvoir utiliser la session qui est ouverte pour elle pour déposer son avis. D'accord? Ça vous va? Alors, on est parti. Hein? Asseyez-vous, prenez un bon verre d'eau comme j'aime bien dire et puis on va pouvoir bien faire des choses ensemble. D'accord? Bonjour et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Je suis Achille Bougueng, développeur depuis assez longtemps pour transmettre mes connaissances. Et comme j'aime bien le faire, dans cette nouvelle vidéo, je propose de voir avec vous comment créer un système d'inscription avec Spring Security. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un projet ensemble et puis on va permettre à l'utilisateur de s'inscrire en fait à une session tout simplement. D'accord? Pour l'inscription, ce qu'on va faire ensemble, comme je le disais en intro, on va permettre à l'utilisateur de recevoir un code d'activation et quand il aura son code d'activation, il pourra tout simplement activer son compte bien sûr. Si vous aimez bien, abonnez-vous à la chaîne et puis partagez au plus grand nombre pour que ça puisse faire des émules et puis que plusieurs personnes puissent rentrer aisément dans ce beau métier qu'est développeur et pour lequel on recherche beaucoup de monde aussi. Si vous voulez échanger ou bien aller plus loin dans la discussion, vous pouvez laisser un petit commentaire là. Autre chose que vous pouvez faire, c'est me rejoindre sur LinkedIn et je réponds toujours à toutes les questions qui me sont posées. Si vous n'avez pas tout compris, vous avez des questions, vous voulez qu'on échange ensemble directement sur vos éventuels problèmes, sur mon site chilo.tech, vous pouvez prendre un petit créneau de 30 minutes et puis je me ferai toujours un plaisir d'échanger avec vous et vous débloquer sur les éventuels problèmes que vous pourriez avoir. D'accord? N'hésitez pas, abonnez-vous, asseyez-vous surtout, prenez un bon verre d'eau et surtout on va passer un très bon moment ensemble. D'accord? On est parti. Pour notre intro sur Spring Security, la première chose qu'on va faire, c'est générer notre projet. Donc pour ça, je vais aller sur Spring Initializer. Je prends le premier lien qui est là et je vais pouvoir créer ou bien demander un accès à une base de données. Donc,
tech.shilo. Shilo.tech, c'est le nom de mon site. Si vous voulez réserver un créneau, si vous voulez échanger, n'hésitez pas. D'accord. Je vais appeler mon projet avis-utilisateur. Comme ça, les utilisateurs peuvent donner leur avis sur une solution qu'ils ont utilisée. Ça, c'est l'artefact, c'est le nom de notre projet. Je peux enlever la description ici, je n'en ai pas besoin. Pour que le package ne soit pas très grand ici, je vais l'appeler avis simplement ici. Alors ici, on va faire du Maven pour générer notre projet. Ici, ce sera du Java qu'on utilisera. Spring Boot, la 3.1.2. Le livrable, ce sera en jar. Et puis, on aura la Java 17, en fait, tout simplement. Deuxième chose, donc, on va donc rajouter les dépendances. Première chose, c'est qu'on va faire du web. Du coup, on a le web qui est là. Deuxième chose, on va rajouter tout ce qui est accès à la base de données. On va utiliser MariaDB. Vous pouvez utiliser Postgre ou MySQL ou Mongo, peu importe, ça marche aussi. Hein. Je vais utiliser MariaDB. Je vais utiliser aussi Spring Data JPA pour faire les requêtes de la base de données. D'ailleurs, j'ai un de mes cours là qui parle de Spring Data JPA. Je vais mettre le lien dans la description si vous voulez comprendre comment ça marche, pas de problème. Donc, je vais en dire ici Spring Data JPA. Ça nous permet de faire nos requêtes dans la base de données. Je vais rajouter le DevTools pour pouvoir refresh mon projet si j'en ai besoin sans avoir arrêté et redémarrer. Autre chose que je vais rajouter qui nous intéresse surtout, c'est la partie security ici. Alors, et puis j'ai dit qu'on va envoyer le mail à l'utilisateur pour qu'il puisse recevoir un code d'activation en fait. Donc je vais donc dire ici que je vais rajouter un Java Mail Sender. Comme ça, on pourra avoir la librairie qui nous permettra d'envoyer un mail à l'utilisateur. Je vais rajouter aussi Lombok, pour pouvoir générer mes getters et mes setters facilement ou bien faire mes injections de dépendance sans problème. Je pense que j'ai tout. On rajoutera au fur et à mesure si on en a besoin. Je vais générer mon projet. C'est à vous d'aller choisir où vous voulez le mettre. Moi, je vais aller retrouver mon projet où il est arrivé. Il est arrivé par là, dans mes téléchargements. Je vais copier mon projet ici. Je ne vais pas laisser dans le téléchargement quand même. Dans mes formations ici, je vais aller chercher la formation qui est sur Spring Bala. On a dit que dans mes vidéos ici, je mettrai ça là. On a parlé de la partie inscription pour le moment. Je vais mettre ça dans les sources ici parce que je vais continuer plus tard aussi. Je vais créer un nouveau dossier source pour mettre ça ici. Comme ça, je mettrai les deux sessions de la vidéo en fait. La partie inscription et la partie connexion. Je vais coller ça là. Je vais renommer pour enlever le 2 qui est là. Et je vais pouvoir dézipper en fait. Voilà. J'ai mon avis utilisateur ici. Maintenant que j'ai dézippé, le zip ne me sert à rien. Je peux mettre dans la poubelle. Je vais donc pouvoir ouvrir IntelliJ. Parce que nos projets, on les utilise à IntelliJ en fait. Bon, j'ai une version IntelliJ ici qui est ouverte pour notre projet. C'est pas très grave. File, Open, pour aller ouvrir mon projet dans une nouvelle fenêtre et pouvoir traiter mon projet sans problème. Alors, je vais aller chercher dans mes formations ici. C'est là que j'avais mis mon projet Spring. Dans les vidéos, Security, dans les sources ici. Et je prends le répertoire. Je vais l'ouvrir. Je vais dire bien sûr que je fais confiance au projet en fait. D'accord? Donc, on va donc pouvoir charger comme ça notre projet. Et on va voir comment ça se passe à la fin, quoi, tout simplement. Maintenant que le projet est chargé là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le lancer en fait, tout simplement. Pour le lancer, ici, je vais donc démarrer mon projet. Normalement, ça devrait bien se passer. Quand je démarre le projet, ici, c'est qu'il me dit que j'ai pas de configuration pour ma base de données. Donc, on va donc pouvoir configurer le projet pour accéder à la base de données, tout simplement. Donc, ici, dans mon SRC Application Properties là, SRC Main Resource Application Properties, je vais pouvoir rajouter des configurations pour accéder à ma base de données. D'ailleurs, il faut que je commence d'abord par créer ma base de données, sinon je vais tester un truc qui marche pas. Donc, première chose, je vais créer, moi je passe toujours par Docker pour mes différentes solutions. Donc, je vous encourage vraiment à regarder ce qu'est Docker. Si vous n'avez pas, j'ai un cours qui va être bientôt disponible sur la chaîne ou bien qui est disponible en privé. Si vous voulez y accéder, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. En fait, je vous donnerai le lien dessus. Donc, je vais créer un petit fichier ici que je vais appeler Docker Compose qui va m'initialiser ma base de données, l'IHM pour ma base de données et le serveur de mail. Parce que comme je vous ai dit, on va envoyer un token par mail à l'utilisateur pour qu'il puisse se connecter. Donc, docker-compose.yaml. OK.
Comme j'ai dit que je faisais du Docker Compose ici, je vais aller chercher sur le site qui s'appelle up.docker.com. Et donc, je vais pouvoir aller chercher MariaDB. Quand vous voulez du MariaDB. Voilà. Si je prends MariaDB ici, vous descendez tout en bas ici, ce qu'il vous dit en gros, c'est que vous prenez cette configuration-ci, pardon. Et puis, vous venez mettre ici. En gros, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire qu'il vous donne une version. Ça, c'est la version qui sera utilisée. Depuis la dernière version de Docker, j'ai plus besoin de mettre la version d'ailleurs, mais je garde le fichier tel qu'il est pour ne pas trop m'embêter. Ici, il va me créer un service qui contiendra ma base de données. L'image, ce serait MariaDB. Bon, je vais figer la version quand même ici. Pour figer la version ici, vous venez prendre une version ici. Dans la liste des tags ici, vous pouvez choisir la version de MariaDB que vous voulez utiliser. Donc, je vais prendre celle-ci. Hop, comme ça, voilà. Et je vais leur dire que je veux du 11.0.2 Jamie en fait. Comme ça me donne une version. Restart Always va redémarrer chaque fois que je relance mon Docker. Et moi, ce que je vais faire quand même ici, je vais rajouter une propriété que je vais appeler container underscore name pour figer le nom de mon conteneur quand ça va démarrer. Et ici, je vais leur dire que son nom, ce sera MariaDB. Et je vais dire que pour bien reconnaître, je vais dire que c'est celui. Voilà. Deuxième chose ici, adminer, je vais faire la même chose. Je vais dire que ça c'est un container name que je vais appeler adminer. Et je vais aller chercher une version de adminer ici de la même manière en fait. Adminer ici, il me dit que j'ai le standalone ici. Je prends la 4081 standalone ici. Comme ça, je maîtrise les versions qui sont démarrées pour moi en fait. Ici, je vais passer les ports pour qu'on puisse accéder à ma base de données. Je vais dire ici que les ports à utiliser. MariaDB met à disposition le port 3306. Moi, je vais l'utiliser à l'extérieur comme étant du 3308. Rien de bien particulier, hein. C'est juste pour moi pour ne pas avoir de conflit avec un autre MariaDB qui serait déjà en cours d'exécution. Ici, sur le port 8080, je vais quand même le mettre sur le port 9080 en fait. Voilà. Ça me permet d'avoir comme ça un port qui est disponible en fait sur mon système. Dernière chose, on a dit qu'il faudrait mettre une solution pour envoyer des mails. Bon, comme je ne vais pas envoyer un mail ou Gmail à quelqu'un, je vais créer donc un serveur en local qui me permet de simuler une boîte mail en fait, pour pouvoir envoyer des mails en fait. Pour le coup, je vais utiliser une solution qui s'appelle SMTP for Dev. SMTP for Dev comme ça. Voilà. Ça me permet d'avoir un serveur SMTP en local en fait. Visiblement, ils n'ont pas mis trop de documentation ici. Je vais venir chercher ça sur leur site en fait directement. La solution, elle est là. C'est un serveur MCTP qui va nous permettre d'avoir un environnement de développement local. Comme ça, on pourra directement faire comme si on envoyait un mail à quelqu'un. Tous les mails vont atterrir dans cette serveur-ci. En fait. Pour l'installer, donc, il vous dit ici que vous n'avez qu'à prendre l'image qui est là. Vous exportez ces deux ports-ci. Et puis, ça devrait marcher en fait. Ou alors, il vous donne un exemple de Docker Compose ici aussi. Quand vous cliquez dessus, il vous montre à peu près comment vous pouvez le configurer en fait. D'accord? Donc, je vais copier ça directement. OK? Et je vais mettre ça ici dans mon fichier. Ça me permettra donc comme ça d'avoir un serveur. Tous mes mails vont en fait arriver directement ici tout simplement. Donc ici, je vais juste décaler, ressortir d'un pas. Alors, je vais mettre ça là. Pour bien aligner, je dézoome un peu. Hein. Ça, c'est mon image. Restart always. Les ports, c'est ça. Les volumes, j'ai pas besoin de volume non plus. Et donc, il me demande de modifier les ports ici si je veux. Mais bon, je vais d'abord les laisser comme ça. Par contre, je vais changer juste le port. Ici, comme j'ai mis 90-80 ici, je mets le 90-81 ici pour accéder à l'IHM. Comme ça, quand on va envoyer le mail, je pourrais voir le mail qui a été transmis. 25-25, c'est le port SMTP par défaut. D'accord. Je vais mettre ici 90-25 aussi. On va faire des limaps, donc je vais laisser le SMTP. Les deux me vont très bien. Donc, une fois que j'ai ça, je vais donc pouvoir venir instancier BHM pour ma base de données et le serveur dans lequel tous mes mails vont être redirigés. Quand je suis dans mon terminal, je vais donc dire que je vais aller dans le répertoire src main ressources et ici je vais faire un docker-compose avec un O, c'est mieux. Voilà. Il va donc me démarrer toutes mes images en fait pour que je puisse avoir ma base de données disponible en fait pour le coup. Maintenant que c'est démarré, je peux faire un docker compose ps pour vérifier.
Donc, j'ai ma base de données qui tourne ici, mon serveur de mail qui tourne, et j'ai admin qui tourne ici. Donc, je suis bien. Je peux donc revenir, donc configurer ma base de données ici. D'accord? Donc, je vais donc mettre Spring, data source, URL ici. D'accord? Je vais donner l'URL de ma base de données. Deuxième chose ici, je vais donner le username, c'est le root. Je vais mettre ici le password. On a mis dans le password ici, dans le Docker Compose, on a dit que c'était exemple. Donc je vais prendre le même exemple ici, je vais lui mettre ça là. Vous pouvez mettre le mot de passe que vous voulez, il n'y a pas de souci à ce niveau. Quoi d'autre que je vais rajouter? Je vais rajouter le driver class name. Donc org JDBC, si je dis que c'est MariaDB, vous voyez, org JDB, c'est MariaDB, c'est un IntelliJ assez intéressant dessus, quoi. Je vais donc dire ici que je me connecte à ma base de données, je vais donc dire que c'est JDBC. En deux points, MariaDB d'abord, pour dire qu'on se connecte à MariaDB. Deux points, localhost. Deux points, le port sur lequel tourne notre base de données, qui est le 3308 ici. 3308. Et puis, je veux que la base de données, ce sera avis-utilisateur. Deux points, MariaDB, localhost 3308. Et puis, ce sera avis utilisateur. Je peux donc lancer mon projet, encore de nouveau, et je devrais être bien. Donc, première chose que je vais quand même faire, c'est créer ma base de données. Donc, ici, dans mon data source, ici, je vais d'abord me connecter à ma base de données, data source ici, et je vais aller chercher MariaDB. Voilà. Dans MariaDB, je vais dire que je vais me connecter au localhost ici, c'est le 3308 qu'on a mis tout à l'heure comme port. On a dit que le username c'est root, d'accord, et le mot de passe c'est exemple. Je vais tester la connexion. Là, je suis bien. OK. Je vais donc pouvoir me connecter à ma base de données là. Pouvoir faire le lien entre mon projet et ma base de données. Une fois que j'ai ça, ici, je vais donc pouvoir créer ma base de données maintenant pour pouvoir m'y connecter. Maintenant que je suis là, new, voilà. Dans mon schéma ici, je vais donc dire ici que mon schéma, ce sera donc avis-utilisateur. Avis utilisateur, voilà. Comme ça, j'ai ma base de données à disposition et je peux faire ce que je veux. Je vais donc lancer mon projet maintenant ici. Donc, je peux venir sur la classe qui a mon projet. Je vais exécuter. Et l'idée, c'est qu'à la fin, mon projet est démarré et que j'ai plus de problème en fait. OK. Donc là, j'ai démarré sur le port 8080. Et si vous remarquez ici, c'est que Spring Security vous génère automatiquement un mot de passe par défaut en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous devez vous connecter à Spring Security, vous possédez ce mot de passe. Ce mot de passe qui est aléatoire, il est généré à chaque démarrage de Spring Security. OK? Donc, on est bien. On a dit qu'on voulait des avis utilisateurs. Donc, première des choses, je vais créer un package que je vais appeler entity. Ou bien entité. Voilà, on va aller faire tout ça en français, on va pas s'embêter. Je vais mettre au singulier quand même, pas au pluriel. Refactor, rename. Et puis, je vais dire que c'est entité. La première entité pour nous ici, c'est avis. On est bon jusque là. Donc pour les avis ici, qu'est-ce que je veux? Je vais dire que ce qui m'intéresse, c'est d'en faire une entité. D'accord? Et je vais dire ici que j'ai une table ici. Et ma table ici, le name, ce sera avis. Alors, comme j'ai dit que j'avais une table, ce que je vais pouvoir faire ici maintenant, c'est que je vais dire en gros que je veux mettre une clé primaire. ID sur un champ privé qui est de type int. On pourrait mettre en long, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais dire que c'est un ID. Je vais rajouter une contrainte ici pour dire que ma valeur ici, elle est générée par ma base de données. C'est ce que je veux dire ici en mettant identity. Ou bien je vais mettre generation strategy identity en fait. D'accord? Donc voilà, je dis la même chose. Maintenant, deuxième chose, je vais dire que j'ai un champ privé pour un string qui va contenir donc le message de l'utilisateur qui fait office d'avis, bien sûr. Et troisième chose ici, que je vais stocker ici, c'est le statut
J'appelle ça le statut, hein, mais c'est pour dire si c'est un avis positif ou si c'est un avis négatif, tout simplement. Je ne suis pas très inspiré, je mets statut ici. Alors, maintenant que j'ai ces trois champs-là, pour chaque entité que vous avez, vous devez générer un getter et un setter. Donc, je vais faire un generate, getter et setter, tout simplement. Donc, nous, ici, pour ne pas avoir à le faire, je vais donc utiliser l'unbox que j'ai utilisé. L'unbox va me permettre de dire que je veux un getter. Il peut nous générer des setters pour nos champs. Setter. Je vais dire qu'il faut qu'il me génère un constructeur sans argument. Et il va me générer aussi un constructeur avec tous les arguments. C'est un peu comme si j'avais fait le generate, getter and setter en fait. Lombok le fait tout pour nous en fait, tout simplement. Ok. Maintenant que j'ai ça, je vais venir donc créer un nouveau paquet d'ici que je vais appeler. Normalement, c'est un repository. Du coup, ça, je suis un peu obligé d'écrire en anglais. Repository qui a le droit d'aller écrire dans notre base de données ou de nous sortir un pourcentage de notre base de données, tout simplement. Alors, repository. Dans le repository ici, je vais donc créer une interface parce que Spring, via la couche data en fait, ou bien le module data, met à disposition donc des méthodes qui vont nous permettre de faire la chose facilement. Je vais dire que mon interface ici hérite de CRUD repository qui vient de Spring Data ici là. Du coup, je ne sais pas le refaire. Vous pouvez regarder ma vidéo introductrice sur Spring pour comprendre tous ces concepts en fait, ou ma vidéo sur JPA pour comprendre tous ces concepts bien sûr. Avis ici, virgule, et le type de la clé primaire. C'est un entier. C'est pas la clé primaire, c'est son type en fait ici. Et ce qu'on va gérer, c'est des avis. Je vais rajouter maintenant un nouveau package pour le service. Parce qu'il faut se dire que les requêtes arrivent par le contrôleur, passent par le service et après sont stockées via le repository dans la base de données. Donc c'est comme ça que la chaîne se fait. Contrôleur, service, repository. Donc je suis en train de faire le chemin inverse. Je fais le repository, après je fais le service, après je fais le contrôleur pour pouvoir créer mes requêtes. Donc je vais appeler service ici. Et ici, je vais donc dire que j'ai un new avis service. D'accord. Mon avis service ici, je vais mettre une annotation ici pour dire que c'est un service. Alors, j'ai besoin de la dépendance parce que comme le service utilise le repository, je vais injecter le repository dans mon service. Donc, je vais donc dire ici que je vais prendre un champ qui est privé, qui est final, ça veut dire qu'on ne va pas modifier le contenu du champ. Avis repository. Et je vais l'appeler avis repository ici. Alors, pour injecter un champ, une dépendance, on passe par les constructeurs en fait. Donc, je vais leur dire ici que je vais générer un constructeur avec tous mes champs. Ce constructeur-ci là, c'est du code en plus. Comme j'ai déjà Lombok, je peux donc ici dire ici que je vais faire un all args constructor en fait. Ça va me remplacer ce constructeur-ci et je peux l'enlever. Parce que Lombok, au runtime, va me générer mes constructeurs pour moi en fait, lors de l'exécution du projet. Je veux une méthode publique pour le coup, qui ne retournera rien et qui va nous permettre de créer, ce sera mieux, je vais appeler ça créer, un avis. Si on voulait être bien, il fallait passer par les DTO, mais je vous laisse le bon support de cours sur les DTO si vous voulez voir cette partie en fait, bien sûr. Alors, ici pour créer, donc je vais donc dire ici que 10.avis repository.save en fait, et puis je vais donc dire que je veux qu'il stocke mon avis. Vous voyez, comme j'utilise Spring Data, je n'ai pas à réécrire les méthodes sont mises à disposition pour moi. Dernier étage de la fusée, c'est de créer un package que je vais appeler controller ou API, certains appellent aussi, hein, dans lequel je vais stocker tous mes contrôleurs en fait. Ici donc, je vais donc rajouter un avis contrôleur. Mon avis contrôleur ici, il a besoin du private final avis service et je vais appeler avis service ici. C'est un REST controller ici. J'aurais dû commencer par là pour commencer. REST controller. C'est un contrôleur pour gérer les API REST. Ici, dans mon contrôleur, je vais faire un request mapping. Et je vais dire ici que ici, je gère juste des avis en fait. Je vais donc pouvoir mettre une méthode publique qui ne retournera rien aussi et qui va pouvoir créer mon avis. Il ne faut pas comprendre les deux créer. Il y a un qui est dans le contrôle, l'autre qui est dans le service. Ils vont s'appeler en fait pour permettre la création de l'avis. Ça c'est l'avis, et ici je vais donc dire ici que 10.avis service là, point créer.
Et je vais donc passer la vie à créer ici. Alors, ce qu'on va se dire ici, c'est que il nous manque une chose. Il faudrait qu'on puisse injecter la dépendance qui est là. Pour le faire, on s'appuie sur l'unbox, bien sûr. Et je vais donc utiliser encore le all a constructor. Ça, c'est bon. Je vais importer la vie qui est ici. Comme pour la création, on utilise un post. Je vais donc dire ici que je veux un post mapping. Donc, la requête, quand elle arrive avec le verbe post, automatiquement, on peut passer la requête dans ce contrôleur qui va être récupéré dans cette méthode ici. Dernière annotation à rajouter, c'est le request body pour dire en gros que dans le corps de ma requête, il y a un avis qui arrive, tout simplement. Mais si vous laissez comme ça, par défaut, il va vous retourner en code 200. Alors moi, je ne veux pas en fait ça, quoi. Je peux rajouter un response status là. Et je vais dire ici que created. Voilà, comme ça, il va nous retourner le contenu created qui en réalité, pardon, vous redescend. Comme ça, on a reçu la requête, on l'a créée, mais on n'a pas d'informations à vous retourner, on retourne un 200. Dernière chose que j'aime bien faire moi, c'est de préfixer toutes mes URL par API. Donc pour le faire, je viens dans mon application property ici, je vais donc dire ici que server context passe ici, et je vais donc dire ici que on commence par API. Ça permettra que tous mes URL vont commencer automatiquement par API, pardon. Donc je vais donc relancer mon projet. Le temps que ça relance, je vais prendre mon postman ici. Et comme ça, avec mon postman, je vais pouvoir faire mes requêtes en fait, tout simplement. Moi, j'aime bien mettre des éléments dans une collection. Je vais créer une collection ici. Voilà, j'ai mon avis utilisateur ici. Dans mon avis utilisateur, donc, je vais donc rajouter une requête que je vais appeler créer un avis. Le verbe, on a que c'était du post. Et puis, on a dit qu'on faisait du localhost 8080. Parce que c'est le port sur lequel démarre notre projet. Deuxième chose, je vais donc dire ici que c'est une API. Et ici, je vais donc dire que je veux un avis. Il me faut donc passer le corps de ma requête. Dans le body ici, dans le row ici, je vais dire que je veux passer du JSON. Voilà. JSON ici, première chose, c'est le message. Et je vais dire que très belle formation sur Spring Boot. D'accord? Si je joue ma requête comme ça, il va me dire qu'il ne connaît pas la table avis. D'ailleurs, j'ai dû avoir l'erreur lors du démarrage ici. Ça ne m'étonne pas. Là, il n'a rien dit parce que j'ai rien dit je n'ai pas demandé de valider. Si je fais ma requête, là, du coup, pour le coup, je ne pourrais même pas d'abord passer première des choses. Parce que si je lance ma requête, j'ai une 401 ici. Pourquoi j'ai une 401? Parce que quand vous avez installé Spring Security dans votre projet, de facto, Spring Security bloque toutes les URL. Donc, vous ne pouvez pas accéder aux URL en fait. D'accord? Il faut donc, je vais juste d'abord temporairement désactiver Spring Security et puis on pourra passer. Pour le faire, je viens ici, je vais dire ici que je vais exclure dans le Spring Boot quand il va configurer mon projet en gros. Je peux en exclure plusieurs choses, hein. Je peux mettre des accolades ou pas, mais bon, je mets quand même des accolades ici. Security Auto Configuration, voilà. Je vais exclure la classe qui permet à Spring Security de bloquer automatiquement toutes les routes ou de lancer la configuration automatique. Donc je vais donc lancer ça. Et quand il va le faire, on aura donc nos requêtes qui seront toutes débloquées et on pourra faire ce qu'on veut. Donc là, il a démarré sur le port 8080 à partir de l'API. Donc si je fais ça, requête, erreur 500. C'est très simple parce qu'il me dit en gros qu'il ne connaît pas avis en fait. D'accord? Moi, je ne vais pas relancer. Je vois que j'ai même une erreur ici sur les avis. Sur avis ici, j'ai mal orthographié le message ici. Je vais enlever le T ici, je vais mettre message. Voilà. Maintenant que j'ai ça, ce que je vais donc faire ici, je vais donc dire à Spring Data de créer mes tables. Je vais donc dire ça comment? Parce que sinon je dois écrire un script SQL pour créer mes tables, ainsi de suite. Donc je vais donc dire ici que Spring, je vais prendre Data JPA Hibernate DDL Auto ici, et puis je vais dire ici que créer drop. Qu'est-ce que ça fait ici? Ça va créer mes tables si elles n'existent pas, et quand je vais arrêter mon projet, ça va aussi arrêter toutes mes tables en fait, tout simplement. Je veux plutôt dire de faire un update. Ça veut dire que si mes tables existent déjà, tu mets à jour, sinon tu crées en fait, tout simplement. Ça m'évite de voir perdre mes données à chaque redémarrage de mon projet en fait. C'est plus simple comme ça pour moi. Ça m'évite d'avoir écrit mon script SQL et puis
pour les besoins du TP, je n'ai pas forcément besoin de le faire. Maintenant que ça c'est fait, si je reviens dans ma base de données qui est par là, voilà, ouais, il m'a créé la table avis avec toutes mes colonnes en fait qui sont dedans. D'accord? J'ai le message, j'ai le statut, j'ai l'ID en fait. Ça c'est bien. Je peux l'en venir ici, exécuter ça. Et vous voyez que j'ai bien créé mon avis ici et tout est bien. Si je reviens dans ma base de données, vous voyez donc, j'ai mon avis qui a été créé ici, mon message qui est nul quand même, et mon statut qui a été créé. Donc, alors, pourquoi mon message il est nul? J'ai mis 3 S. Il faudrait que j'enlève un seul S. Ça devrait passer cette fois-ci. Voilà. Si je reviens là, que je refresh, voilà. Ouais, là, j'ai mon avis qui est là. Très belle formation sur Spring Boot qui est stocké. Ok, j'ai pas mis de statut, mais bon, on pourrait analyser le statut pour voir si c'est un avis positif en passant par l'intelligence artificielle, ainsi de suite, quoi. D'accord? Pour le moment, je vais me limiter à ça. On peut créer un avis, on est bien. Donc, j'ai mon projet initial. Maintenant, on va donc rajouter la partie sécurité pour qu'un utilisateur puisse créer son compte et s'authentifier, bien sûr. Maintenant qu'on a notre application qui marche, on va donc pouvoir réactiver la sécurité et protéger nos différentes routes, en fait. Ok, on y va? Donc, première étape, dans mon application ici, on avait désactivé la sécurité. Donc, je vais pouvoir enlever ça. Ça va permettre que Spring va donc de nouveau protéger toutes les routes de notre application. Deuxième chose, je vais venir ici, je vais créer un nouveau package que je vais appeler sécurité. Comme ça, je vais mettre toutes mes configurations de sécurité à l'intérieur. Première chose ici, je vais mettre configuration sécurité application. Voilà. Comme ça, on sait que c'est là qu'on met tous nos éléments de sécurité pour l'application. Première des choses ici, je vais rajouter une annotation qui dit que c'est ma configuration que je mets là. Deuxième chose, je vais faire un enable web security. Enable web security pour dire ici qu'on met toute notre configuration de sécurité. Maintenant, depuis la version 3 de Spring, vous n'avez plus besoin d'hériter. Avant, on héritait d'une classe qui s'appelait security configuration. Voilà. Avant, on héritait de cette classe-ci. Configure adapter, plutôt c'était web security configure adapter, peut-être je suis allé très loin dans ma version de Spring, du coup je ne l'ai pas. On n'a plus besoin d'hériter de cette classe en tout cas, je vais l'enlever du coup. Parce que depuis la version 3 de Spring Boot, vous pouvez déclarer des bins pour les configurations de votre sécurité. Donc on va faire la même chose. Un bin c'est quoi? C'est une classe qu'on peut instancier. Donc je vais première des choses, je vais dire que je vais un public, une classe qui est publique pour le coup, qui va nous retourner un security filter chain. Ça veut dire que c'est ma chaîne de sécurité que je vais retourner ici. Security filter chain, en fait, quand vous avez déclaré votre bin qui s'appelle exactement security filter chain, Spring Security va donc lui injecter un HTTP security. Et vous prenez le HTTP security comme ça, vous pouvez donc configurer votre sécurité en utilisant le HTTP security. Spring Security Abstract HTTP configure disable. Comme ça, je vais désactiver la partie CSRF pour la cross-site request for gérer. Et puis, je vais donc dire ici que je veux un authorize HTTP request. Et ici, il va me demander de créer un lambda en fait. C'est quoi une lambda? C'est une fonction plutôt anonyme en fait pour le coup. Donc, je vais leur dire ici que je vais prendre donc en entrée ce qu'on peut autoriser. Je peux appeler ça comme je veux, hein. C'est juste le nom de ma variable que je mets ici. Donc, je vais appeler authorize avec un T, c'est mieux. Pour dire qu'on va autoriser juste des requêtes bien particulières. Donc, ici, je vais leur dire que dans mon authorize ici, ce qui m'intéresse, c'est de dire que quand on a un request qui match le pattern inscription, en gros, si c'est pour l'inscription, je vais autoriser. D'accord? Et par contre, pour tout auto request, il faudra être authentifié en fait. D'accord? Je vais mettre ça dans des guillemets, ce sera plus simple. Et donc, à la fin ici, je vais mettre un build pour construire donc ma configuration. Ici, il va me dire de lui rajouter une exception à la méthode parce que s'il y a des exceptions, qu'on puisse rajouter des exceptions sans problème. OK? Donc, ma configuration elle est très minimale ici. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on va créer un bin, tout simplement.
Le bin dit qu'on va retourner une chaîne de sécurité en fait, c'est-à-dire les configurations de sécurité de notre application. Je donne le même nom ici. Je prends un paramètre qui est fourni par Spring Security, la classe HTTP Security. Je dis que je vais désactiver Cross-Site Request Forgery, c'est-à-dire que tout ce qui est requête, pas du même nom de domaine, jamais dit grosso modo du même port. Et je vais autoriser des requêtes ici. Qu'est-ce que j'autorise? Je dis que toutes requêtes, request matcher, qui sont sur inscription avec S, c'est mieux. Voilà. Si on vient pour l'inscription, j'autorise. Je peux aller même plus loin. Je vais dire que si on fait un post, encore c'est même mieux. Ça permet de dire que si on fait un get, on ne connaît pas le get en fait, quoi. D'accord? Je vais lui faire un import constant ici sur HTTP méthode. Voilà. Donc, si on fait un post, inscription, on laisse passer. Sinon, pour toute autre requête, il faudra être authentifié. Alors, on va tester ça. Pour tester, je vais venir ici créer un nouveau contrôleur. Je vais appeler utilisateur contrôleur. Voilà, utilisateur contrôleur. D'accord. Je vais renommer du coup celui-ci aussi pour rester cohérent. Refactor, rename et ici contrôleur. Voilà. Dans mon utilisateur contrôleur ici, je vais donc dire ici que c'est un REST contrôleur aussi. Je vais dire que j'ai un request mapping ici. Et ce qu'on consomme pour nous ici, c'est du JSON en fait. Donc je vais donc dire que c'est media type application JSON value. Comme ça, on consomme que du JSON ici. Dans cette méthode, dans ce contrôleur. Voilà. Je vais créer une méthode publique qui ne retournera rien lors de l'inscription parce qu'on va mettre dans le front éventuellement un message à l'utilisateur pour qu'il aille activer son compte. Deuxième chose que je peux faire ici, c'est de dire que je veux une méthode qui s'appelle inscription. Pour le moment, je ne fais rien dans ma méthode, hein, c'est juste pour vous montrer qu'elle va passer en fait. Ici, un post mapping pour pouvoir récupérer des requêtes en post. Deuxième chose, je dis que le pass ici, ce sera donc inscription. Je vais juste afficher un texte ici. Lombok met à notre disposition un logger. Je vais donc utiliser SL4G ici. Je vais donc dire ici que log.info. Et je vais donc dire ici que je veux juste inscription comme ça. Inscription. OK? Je vais donc afficher inscription quand on appelle la méthode inscription et je vais appeler, quand on va appeler avis contrôleur, on aura une erreur. Voilà, c'est ça le but pour le moment. Ça nous permet de montrer qu'on a activé la sécurité et on a protégé les routes. Et là, on est bien. Donc nous, ce qu'on va revenir faire ici dans notre postman ici, si je réessaie de recréer un avis, vous voyez, j'ai une erreur 403, il faut bien dire que je n'ai pas le droit de le faire tout simplement. Je peux donc faire la même chose pour, je vais dupliquer juste ça hein, pour la partie inscription. Je vais donc dire ici que si c'est pour inscription, ouais, j'ai une 200 ici, pour le coup ça y est, ça s'est bien passé en fait. Si je reviens dans mon log ici, vous voyez donc que j'ai mon inscription qui s'est affichée ici. Ça permet de montrer en gros que j'ai protégé ma route pour déposer un avis et j'ai ouvert la route pour l'inscription en fait. D'accord? Donc on va donc pouvoir aller plus loin et permettre à l'utilisateur de créer son compte. On va lui envoyer un mail et après il va pouvoir activer son compte. C'est bon? On y va? Première des choses, je vais d'abord commencer par avoir l'utilisateur de notre application. Donc je vais venir ici, je vais créer une classe que je vais appeler utilisateur. Pour l'utilisateur ici, on va faire la même chose. Hein. On va dire qu'on aura un getter et un setter. C'est bon jusque là. Deuxième chose ici, on aura all args constructor et un no args constructor. Jusque là, rien de particulier par rapport à ce qu'on a fait pour les avis. Troisième chose, ou la dernière chose que je vais rajouter ici, c'est le fait que ce soit une entité déjà. Comme ça, on pourra envoyer ça dans la base de données. Et autre chose qu'on va dire, c'est qu'on va mettre dans une table qu'on va appeler
utilisateur. Alors, ici, comment on fait ça? Même chose ici, pour être à l'aise, on va donc dire ici que on veut un champ privé qui est un entier qui contient l'ID. Et ID et enfin generated value, tout simplement. Donc, ça, c'est la configuration minimale pour notre champ. Alors, comme on fait du Spring Data ou du Spring Security aussi, surtout, du Spring Security, Spring met à notre disposition un utilisateur qui contient des éléments de configuration. Donc, je vais en dire ici que je vais implémenter un user details. Voilà. En fait, le user details ici, c'est une méthode qui est mise à disposition par Spring et qui nous permet donc comme ça de profiter des méthodes ou bien des champs que devrait avoir un utilisateur. Donc, je vais donc dire ici que implement méthode ici, vous voyez, il nous donne un ensemble de méthodes comme ça qu'on peut avoir. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous demande de remplir au final? Les authorities ici, c'est grosso modo les rôles qu'on va donner à notre utilisateur. Il faudrait qu'on puisse définir des rôles pour notre utilisateur. Par exemple, un utilisateur est client, un utilisateur est administrateur, un utilisateur est utilisateur. Ça dépend de votre application. Vous mettez ce que vous voulez dedans. D'accord? Ici, le get password ici, on va retourner le password de l'utilisateur en fait. Ça nous permettra à Spring plus tard d'authentifier l'utilisateur. Le username ici, c'est le login et le mot de passe, du moins le login avec lequel l'utilisateur peut se connecter. Est-ce que l'utilisateur a un compte qui a expiré? Est-ce que son compte est bloqué? Est-ce que ses credentials, c'est-à-dire ses identifiants sont terminés? Est-ce que son compte est actif en fait? Aussi simple que ça. Donc nous, pour tout ça, il faudrait qu'on rajoute des champs pour y parvenir. Je vais laisser d'abord les rôles de côté. Je vais commencer par le password. Donc je vais leur dire ici que private, password, ou bien un mot de passe, vous l'appelez comme vous voulez, mais je vais l'appeler password quand même pour rester cohérent. Ou alors, je vais donc dire ici, non, je vais dire private MDP, voilà, pour dire mot de passe. Ça, c'est bien. Je vais l'appeler MDP comme ça. Ce que je vais faire ici, pour rester cohérent quand même, je vais dire ici que je vais rajouter une notation que je vais appeler colonne. Et je vais dire ici que le nom de ma colonne dans la base de données, ce sera mot underscore de parce que mon clavier, il faut que je le voie de temps en temps. Comme ça, mon champ s'appelle MDP et Spring Data JPA va le mapper en mot de passe dans la base de données. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je vais dire ici que de manière privée aussi, ce qui m'intéresse, c'est de rajouter, on ne va pas demander beaucoup d'informations à l'utilisateur. Hein. On va juste demander de donner un champ nom qui contient à la fois son nom et son prénom. Et à la fin, on va dire qu'on veut un troisième champ qui s'appelle email. Voilà. Comme ça, l'utilisateur peut se connecter avec son email et puis il donne son nom et son mot de passe pour l'inscription. Dernière chose que je vais rajouter quand même ici, c'est un booléen pour dire que le compte de l'utilisateur, est-ce qu'il est actif ou pas. Par défaut, je vais dire qu'il n'est pas actif. Si on me donne une valeur, je dis que par défaut, le compte d'utilisateur n'est pas actif en fait pour le coup. Alors, du coup, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ici? Ça nous dit ici que le password ici, on va dire qu'on va retourner 10.mdp. Donc, quand on demande le mot de passe, on prend la valeur qui est dans le champ MDP, on retourne. Le username ici, on va dire qu'on veut l'email en fait de l'utilisateur. D'accord? Et maintenant, est-ce que le compte est non expiré? Bon, si son compte n'est pas expiré, ça veut dire que son compte est actif. Donc, je vais donc dire ici que je retourne 10.actif en fait. Jusqu'à là, on est bien. Est-ce que son compte n'est pas bloqué? C'est si son compte est actif. Même chose ici, je vais retourner la valeur qui est active en fait. Donc, en fonction du statut du compte, on saura dire s'il est bloqué ou pas. Mais vous pouvez aller plus loin, rajouter des mécanismes. Mais bon, pour le moment, on s'abat juste sur le compte qui est actif. D'accord? Du coup, si c'est actif, son compte est actif. Si c'est false, son compte n'est pas actif. Et ainsi de suite pour les credentials, pour le account expert. Jusqu'à là, on est bon. Donc, première des choses qu'on a, c'est que vous créez dans l'utilisateur en implémentant le user details qui vient de Spring ici. Avec ça, vous pouvez donc avoir donc, votre compte de l'utilisateur. Alors, il nous reste juste à rajouter un truc ici, c'est le rôle en fait. Alors, on va se dire qu'on va créer une table à côté qui va stocker les rôles d'utilisateur. Un utilisateur, un rôle soit user, soit admin en fait, tout simplement. Donc, moi ici, je vais donc rajouter une nouvelle table, une nouvelle entité ici, que je vais appeler rôle, pour stocker le rôle de mon utilisateur. Pour ne pas perdre de temps, je vais venir copier tout ce qu'on a mis ici, les getters, les setters, les all acts et no acts ici, je vais mettre ça ici. Je vais juste dire ici que ça c'est le rôle. Même chose pour les imports, hein, comme ça je ne perds pas de temps. Hein. C'est des choses que vous avez déjà vues de l'autre côté. Donc je vais juste copier ça. Et on est bien. Ça nous permet de gagner un peu en temps. Alors ici, il nous reste juste à rajouter un rôle.
On va donc prendre le champ ID ici. Le generator value ici, on a dit que la stratégie de génération quand même, c'est l'identity, comme ça on délègue ça à la base de données. Ici, je donc dis que j'ai l'ID ici qui m'intéresse. Je vais m'arrêter là. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est de rajouter le libellé du rôle en fait. Donc private string libellé. D'accord. Je mets un string ici, mais la bonne pratique aurait été de mettre une enum en fait. Je vais le faire. Je vais rajouter une enum ici. Ce sera plus simple pour la compréhension. Type de rôle. J'ai mis classe, mais en réalité, ce qu'il faut mettre ici, c'est une enum. Et on va mettre deux valeurs. User ou bien utilisateur. Et dernier client, on va mettre administrateur. Et donc, le type de rôle, donc ici, ce sera celui qui sera utilisé là. Donc, le libellé ici va nous donner notre type de rôle. Ici, on a le rôle pour le coup. Donc, si on a ça, il faudrait donc qu'on dise ici que un utilisateur a un rôle en fait pour le coup. Donc, je vais donc rajouter le rôle de l'utilisateur dans l'entité utilisateur. Private final role. Et je vais l'appeler rôle comme ça. Donc, je dis que mon type ici, c'est un rôle ici pour le coup. Et je devrais être bien. Alors, pour ça, maintenant, je vais donc dire ici que j'ai un one-to-one. One-to-one, en fait, pour le coup. Et mon one-to-one ici, qu'est-ce qu'il va dire en gros? Il va dire qu'on fait une relation entre mon entité et mon rôle, en fait. OK? Je vais dire que le cascade ici, et mon type de cascade ici, c'est le all, en fait. Je ne m'embête pas. Ça fait que c'est un peu violent, hein, mais il faudrait se dire simplement que la bonne partie serait de faire du persist et du merge, en fait. Ou bien je vais le faire. Bonne partie serait du persist et du merge parce que si on a le rôle dans la base de données, qu'on ne le recrée pas, en fait, quoi, tout simplement. D'accord? C'est ça l'idée. Vous pouvez faire un script à l'initiation de votre base de données qui va créer des rôles en fait. Comme ça, vous avez qu'à aller sélectionner des rôles pour les affecter à des utilisateurs. Donc, je mets un cascade type rôle ici là pour qu'on puisse supprimer le rôle d'un utilisateur en fait pour le coup. Et donc ici, je vais donc pouvoir dire que quand on demande les rôles de l'utilisateur ici, c'est une collection qu'on nous demande. Donc, il faudrait donc qu'on dise ici qu'on retourne une collection de rôles. OK? Donc, on va donc dire qu'on va retourner une liste de rôles. Ici, on va dit qu'on va retourner collection. Singleton de new simple. En gros, on définit la liste des rôles qu'on a en fait ici, quoi. D'accord? Et ici, on va donc retourner. Il faut toujours préfixer par le mot-clé rôle en fait pour dire que à Spring que c'est un rôle en fait pour le coup. Et à ça, on va rajouter le rôle sur lequel on est en fait pour le moment. 10.role.getLibellé. On va donc pouvoir dire ici qu'on va pouvoir retourner collection single list ici là et on peut retourner donc comme ça le libellé du rôle en fait tout simplement. On a donc notre utilisateur qui est bien fait là. Avec ça on pourra donc se connecter à notre base de données. Comme on a un utilisateur qui est connecté à notre base de données, on va donc pouvoir créer l'utilisateur, repository, l'utilisateur service et faire l'inscription de l'utilisateur. Je vais donc faire la même chose ici. Je viens créer mon repository new Java. Je vais prendre l'interface ici bien sûr. Et je vais l'appeler utilisateur repository. Donc, vous créez votre entité, vous créez votre repository, vous créez votre service et vous pouvez donc comme ça vous connecter à la base de données. OK. Donc, ici, même chose. On va donc dire ici qu'on fait un extend de CRUD repository. Et quand on a l'extend de CRUD repository ici, ce qu'on aura donc, c'est utilisateur. Et après, on aura donc le type qui est un entier. Comme ça, on pourra utiliser ça pour faire le service de l'utilisateur. Deuxième chose, on va créer notre service ici. Nouveau Java class utilisateur service. Utilisateur service aussi ici, c'est un service. Donc, on va dire que c'est un service d'ailleurs. Pour injecter les dépendances, on mettra un all-axe constructor qui va nous permettre d'injecter automatiquement les dépendances par le constructeur. Parce que comme je l'ai dit dans mon cours de Spring, que je mettrai dans la description encore, la meilleure façon d'injecter des dépendances, c'est de passer par des constructeurs en fait. Qu'est-ce qu'on va ajouter comme dépendance ici? Private utilisateur repository. Utilisateur repository, point virgule. Et nous, ce qu'on veut faire ici, c'est créer une méthode privée
pour le moment, qui ne retournera rien comme on a dit, qui s'appellera inscription et qui prendra en entrée dans notre user. Encore une fois, la bonne pratique serait de passer par un DTO, hein. Mais moi je ne passe pas par DTO ici volontairement. Donc c'est utilisateur ici, utilisateur. Si vous voulez savoir plus sur le DTO, si vous avez mon cours sur le DTO que je mets en description en fait. J'ai mis private mais c'est plutôt public ici par contre, sinon ça ne sera pas visible de l'extérieur. Et donc je vais leur dire ici que pour le moment, je fais un 10.utilisateur repository.save et donc je vais donc sauvegarder mon utilisateur. Pour le moment, je fais d'abord ça, on reviendra dessus pour compléter plus tard. Pardon. Et donc, je peux en venir la même chose ici. Je vais donc pouvoir faire all axe constructor pour injecter. Je prends mon repository, je mets dans le service. Je prends mon service, je mets dans le contrôleur, pardon. Private utilisateur service ici. Et donc, ici, nous, qu'est-ce qu'on va récupérer en entrée? On va récupérer dans le request body, comme on l'a fait pour les avis, l'utilisateur ici pour nous. Et on va mettre ça ici comme étant utilisateur. Donc le type c'est l'utilisateur et la variable c'est l'utilisateur ici. Il reste donc à faire 10.utilisateur service.inscription de notre utilisateur qu'on a reçu en paramètre. Donc on a créé notre utilisateur, on a hérité en implémentant ce qui vient de Spring Security. On a créé notre repository pour pouvoir accéder à la base de données, voilà. Et maintenant on a créé le service qui a injecté le repository. Dernier point, je crée mon contrôleur qui injecte lui-même le service. Et donc, comme ça, je peux donc faire mon save en cascade. Alors, on va tester. Le temps que ça démarre et pour pouvoir tester ce qu'on va faire dans notre Postman ici, le body ne sera plus ça. Le body sera l'utilisateur. Il faudrait juste que je m'assure que j'ai mis tout en français quand même parce que voilà, j'ai mis nom, email et mot de passe. Donc, ici, c'est nom. Mon nom, c'est Achille Bungeng. Achille, ça va bien, ne vous embêtez pas avec les autres. Et puis, l'email achille.mbugeng@chilo.tech. On est bien. Et à la fin, il me reste juste quoi? Le mot de passe. Le mot de passe, on a dit que c'était MDP. Et le mot de passe ici, ce sera password. Voilà. Je vais sauvegarder comme ça. 200. Normalement, ça veut dire qu'il m'a mis mon utilisateur dans la base de données. On va venir voir ici dans ma base de données. Je vais actualiser. Voilà, j'ai mon utilisateur, j'ai mon rôle ici. Si je clique dessus, voilà, j'ai mon utilisateur ici qui n'est pas actif. Ça, c'est déjà ce qu'on veut parce qu'on m'a envoyé le mail avec le code d'activation. Deuxième chose, on a l'email qui a été stocké, le password qui est stocké ici, le nom qui est stocké. Le rôle ID, on ne l'a pas non plus parce qu'on n'a pas affecté de rôle. Donc, on va commencer à améliorer les choses. Première des choses, c'est qu'on ne stocke pas un mot de passe en clair. Donc, il faudrait donc qu'on arrive à encrypter le mot de passe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faudrait qu'on crée un rôle pour l'utilisateur, en fait. Et troisième chose, il faudrait qu'on vérifie que l'email qu'il nous donne est un email valide. OK? Donc, pour ça, je vais commencer par la première. C'est créer un bin qui va nous permettre de crypter les mots de passe. Pour ça, je reviens dans ma configuration de sécurité ici et je vais créer un nouveau bin, en fait, que je vais appeler bcrypt, du moins qui vient de Spring Security aussi, hein, bcrypt password encoder, je vais l'appeler password encoder, comme ça on pourra l'injecter comme ça. Et je vais lui demander de me retourner un new bcrypt password encoder. Comme ça, je vais me procurer ce bin ici pour crypter mon mot de passe. Voilà. Donc pour ça, je reviens dans mon utilisateur service qui est par là. Je vais donc rajouter un autre bin ici. Comme ça, comme j'ai un all act constructor, je n'ai pas à régénérer le constructeur, il est fait pour moi automatiquement. Bcrypt password encoder, je vais l'appeler password encoder comme le nom de ma méthode tout à l'heure. Et première des choses ici, je vais donc dire ici que 10.password encoder.encoder. Qu'est-ce qu'il veut qu'il m'encode? Il me dit qu'il faut qu'il encode utilisateur.get mot de passe. Et je peux donc dire ici que je vais donc stocker dans un string ici MDP, mot de passe crypté. Et je vais donc dire ici que le mot de passe crypté, je vais donc dire ici que l'utilisateur, donc ici, son mot de passe est crypté. .7 MDP, c'est égal maintenant cette fois-ci le mot de passe crypté.
Donc, je prends le mot de passe qu'il m'a donné en entrée, je le crypte et puis je redonne à l'utilisateur tout simplement. Et du moins, je me remplace pour l'utilisateur. Comme ça, Spring Security va se servir de ce mot de passe là pour envoyer l'information à l'utilisateur. Donc, deuxième chose maintenant, je vais vérifier que le mail est valide. Mais vous pouvez vérifier plusieurs choses, hein, mais c'est juste pour vous montrer en fait. Je vais dire que if utilisateur.get mot de passe .index of, je cherche le caractère arrobase. S'il n'y a pas arrobase en gros, il devrait me retourner -1. Si c'est égal à -1, alors je vais donc dire que je peux throw une new runtime exception pour dire votre mail est invalide. Mettez le message que vous voulez, il n'y a pas de problème dessus, quoi. Ou alors, l'autre façon de vérifier, c'est que s'il ne contient pas ça, de même, s'il ne contient pas un point, après on peut vérifier de plusieurs manières avec une regex, on peut faire ce que vous voulez pour vérifier. Jusqu'à là, on est plutôt bien. Je vais donc définir un rôle aussi. Je vais donc dire que je veux un rôle. Le rôle de l'utilisateur ici égal à new role. Je vais l'appeler rôle utilisateur. Comme ça, je sais quel est le rôle qu'on est en train de traiter ici. Deuxième chose, je vais donc dire ici que rôle utilisateur.set libellé égale à type de rôle.utilisateur. Pour qu'il stocke ça sous forme de chaîne de caractères, je peux donc venir ici dans mon rôle et puis je peux dire ici que je vais rajouter une annotation que je vais dire que c'est enumerated ici et je vais dire ici que si vous allez voir, il va dire que soit c'est ordinal en fait, soit c'est string en fait. Donc on dit que enumType ici c'est string pour nous. EnumType, si vous dites ordinal, il va vous stocker des chiffres, mais moi je veux qu'il me stocke des chaînes de caractères en fait. Il me stocke mon DB sous des chaînes de caractères. La bonne pratique encore une fois aurait été de précharger les rôles dans la base de données pour juste les récupérer et les afficher à l'utilisateur. Alors, il faudrait que j'affecte mon rôle à l'utilisateur. Donc même chose ici, je vais donc dire que utilisateur.setRole égale rôle utilisateur. Donc, je vérifie que j'ai mon mail ici et puis je peux donc venir ici stocker. Jusque là, on est plutôt bien. Alors, on aurait pu faire autre chose ici quand même, c'est de dire que l'email ici peut être unique en fait, quoi. Donc, vous pouvez rajouter des contraintes dessus. Mais bon, pour des questions de test, je ne le fais pas, mais bon, vous pouvez rajouter ici que vous allez d'abord regarder dans la base de données lors de l'inscription s'il n'y a pas déjà l'utilisateur avec le même mail et puis vous le faites. Bon, on va le faire. C'est plutôt bien. On peut le faire. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est de vérifier qu'on n'a pas déjà l'utilisateur avec un utilisateur existant dans la base de données. Voilà. Je vais donc dire ici que 10.utilisateur repository. Je vais créer une méthode find by. Si vous voulez savoir comment je fais ces méthodes-là, vous avez mon cours sur Spring Data JPA aussi sur la chaîne qui est disponible en fait. Find by username et puis je vais donc lui passer le username ici qui sera utilisateur. On n'a pas le username, donc je vais prendre le get email ici. Voilà. Je vais donc aller créer ma méthode ici dans mon repository pour que ce soit cohérent. Et je vais demander que je veux qu'elle me retourne donc un utilisateur. Je vais dire que ce sera un optional, ce sera plutôt simple en fait. Je vais prendre un optional comme ça. S'il existe, on me retourne un optional plein, sinon on me retourne un optional vide. Optional. Donc ici, je reviens dans mon service, utilisateur optional, et même chose, j'importe mon optional ici. Et je peux donc dire ici que si un utilisateur a la même base de données, donc vous pouvez regrouper toutes les conditions aussi, hein. Moi c'est juste pour vous montrer les différentes options possibles. If optional utilisateur.isPresent, alors on peut aussi lever une exception pour dire en fait que votre email est déjà utilisé. Et là, c'est là que vous allez demander à l'utilisateur de réinitialiser son mot de passe en fait, quoi, tout simplement. Je vais là faire ça. Après, on va désactiver par la suite hein, pour pouvoir tester. D'accord? Vous pouvez faire autant de traitements que vous voulez pour être sûr que votre utilisateur n'est pas en doublon, n'existe pas dans la base. Vous pouvez faire un try catch
lors du save en fait pour voir si c'est une erreur sur un mail qui existe déjà dans la base de données. Donc, pour faire autant de traitements que vous voulez, mais je vous montre là juste pour des questions d'exemple les différentes façons de traiter les cas possibles. Voilà, on va dire. Là, si je reviens à exécuter mon élément ici, donc j'ai une erreur ici qui me dit que find by entity. Alors, c'est parce que ici j'ai dit find by username. En fait, le bon nom c'est find by email parce qu'il va s'appuyer sur le champ en fait. Donc c'est une petite erreur de ma part parce qu'il va chercher le champ qui est dans votre entité en fait. D'accord. Un autre champ c'est l'email. Voilà. C'est un petit cours sur Spring Data JPA et puis vous devriez comprendre. En gros, ce qu'il vous a dit ici qu'il n'y a pas de champ name, username pardon, dans l'entité qui est utilisateur en fait tout simplement. Là, on devrait être bien. Il a initialisé notre base de données et puis on est bon. Alors, l'inscription Jean 403 qui est forbidden ici parce que ici, votre mail est invalide en fait. En fait, c'est pas sur MDP qu'il faut le faire, c'est l'email pardon. C'est sur l'email qu'il faut faire bon test. Donc, après, vous pouvez reprendre mon cours aussi sur la gestion des erreurs pour voir comment vous pouvez récupérer l'erreur, mettre l'erreur en forme et la remonter à l'utilisateur dans un format plutôt cohérent aussi. Hein. D'accord? Mais c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez protéger les choses. Allez, on est parti pour un tour. Voilà. Là, on est bon. Ici, on devait avoir l'exception ici parce que le mail existe déjà dans la base. Vous voyez, là, il va me lever l'exception parce qu'il existe dans la base. D'accord? Donc, voilà comment vous pouvez protéger votre base, en fait. Donc, je vais aller supprimer l'utilisateur de la base, ce qui est plutôt la manière la plus saine de faire les choses. Hein. Je vais prendre ça. Je vais faire ça. Je vais le supprimer. Voilà. Donc, je supprime mon utilisateur, je l'ai submité, ma base de données est supprimée. Donc, si je refais ça, je vais juste couper mes points d'arrêt parce que je n'en ai plus besoin au final. Et normalement, en code 200, ce qui est bien, dans votre base de données, donc, on est plutôt bien. On a un utilisateur qui est actif, son mail, surtout le mot de passe qui est bien encodé, le rôle qui est encodé et on est bien. D'accord? Donc voilà comment vous créez dans votre utilisateur et vous pouvez le stocker dans votre base de données avec le mot de passe encodé. La prochaine étape donc, pour nous va être donc de créer un code d'activation, envoyer ça à l'utilisateur et quand on va créer le code d'activation, on pourra donc demander à l'utilisateur d'utiliser le code d'activation pour se connecter à notre base de données. On y va? Maintenant qu'on est bien là, on va donc pouvoir transmettre effectivement un code par mail à l'utilisateur pour qu'il puisse activer son compte dans notre système. Comme ça, il peut utiliser notre système sans problème. Donc pour y parvenir, première des choses, on va créer un objet qui va stocker nos différentes informations pour la validation. Je vais donc créer ici une nouvelle entité que je vais appeler validation. Donc, la validation aussi, de la même manière, je vais venir copier mes éléments ici hein, pour ne pas refaire la roue et gagner un peu en temps pour vous. C'est des choses que vous avez déjà vues. Je vais importer juste la classe ici. Donc, je fais juste mes imports jusque là. Ce que je vais stocker ici, c'est la partie validation. Dans le rôle ici, peu importe la table que je prends d'ailleurs, il n'y a pas de problème dessus. Je vais venir ici. Dans la validation, ici, je vais rajouter un identifiant, comme pour tous les autres, bien sûr. Et je peux donc dire ici que c'est la base de données qui génère les clés primaires pour moi. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le private. L'instant. Je vais stocker une date en fait, mais je ne prends pas l'instant ici pour dire que ça, c'est la date de création. Je vais aussi stocker quand est-ce que l'utilisateur a activé son compte. Ça peut aider pour les statistiques en fait. Je vais stocker date d'expiration. La création, l'expire. Pour dire au bout de combien de temps il a le droit d'activer ou pas son compte. Donc si je dis 10 minutes et qu'il vient après 10 minutes plus tard, on dit que son code est invalide, qu'il peut redemander un nouveau compte. Et ici, je vais demander ici un string qui va contenir notre code. Et il me reste juste une dernière chose à faire, c'est de faire une relation entre la validation ici et l'utilisateur pour lequel on va valider le compte. Donc, utilisateur.
Je vais faire un one-to-one parce que la validation ne concerne qu'un seul utilisateur chaque fois. Même chose, cascade. Si je supprime aussi tout en fait. Il faudrait que je vienne ici dire que c'est une cascade comme ça. Voilà. Donc comme ça, j'ai mes informations pour stocker l'activation d'un utilisateur. J'ai mon entité, pardon. Prochaine étape, donc, c'est de créer un validation repository. C'est bon? Même chose ici, je vais hériter du CRUD repository. Je veux la validation, bien sûr ici, qui est le type d'objet qui est manipulé ici. Et integer, qui est le type de la clé primaire, voilà. Et c'est une classe que j'ai mis ici, il faudrait mettre une interface. Donc voilà mon interface. Pour le moment, je ne mets rien dedans, mais on viendra plus tard compléter notre interface. Vous allez voir comment. Troisième chose, dans ma validation service là, que je n'ai pas encore et que je vais créer, new Java class. Validation service. Même chose, je vais dire ici que c'est un service. Ça, vous le savez déjà. Je vais venir ici avec l'onbox, je vais faire un all app constructor pour pouvoir injecter le repository. Donc je vais donc dire ici que je veux avoir mon repository sous la main. Donc validation repository. Voilà. Validation repository. Qu'est-ce que nous on veut? Première des choses qu'on veut avoir, c'est pouvoir stocker une validation. Donc private void pour dire que je ne fais rien. Et je vais enregistrer une validation ici. Pourquoi je vais enregistrer une validation? Ce sera toujours pour un utilisateur. Donc je vais prendre un utilisateur pour lequel je veux stocker la validation. Donc nous ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On va dire que la validation qu'on veut là, on veut d'abord une validation qui est vide au départ, égale à new validation. Deuxième chose, je vais donc dire que ma validation ici, je vais définir l'utilisateur. Donc cet utilisateur, je vais défiler mon utilisateur ici. Deuxième chose ici, je vais donc dire que instant de Java Time ici, je vais faire ma création maintenant. Égale instant.now. De même, je vais dire que je veux l'expiration. À quel moment ça expire. Instant.now, et je vais donc dire que l'expiration ici, pour le coup, c'est la valeur de l'expiration plus, je veux 10 minutes. Et je dis que je donne 10 minutes à l'utilisateur pour le faire. Et puis je dis que je veux un temporal unit. Et ce sont des minutes qu'on veut stocker en fait ici. Donc je pourrais même dire en fait, même en réalité, que mon expiration ici en réalité, c'est le moment de la création plus 10 minutes. Donc quand on va créer dans notre code, on dit qu'il expire dans 10 minutes. On est bien. Il me reste donc à créer mon code pour le coup. Pour avoir le code, je vais prendre un random. Random égale à new random. Et je veux dire que random en minuscule cette fois-ci. Next int. Je vais lui dire que je veux 6 chiffres. Donc je vais mettre jusqu'à 9. Il va aller jusqu'à 9 minimum entre la valeur ici et 6 chiffres. Voilà. Et le code donc final qu'on va avoir, c'est quoi? Le code qu'on va avoir, c'est string, voilà, point format et pourcentage 0. Comme ça, on va rajouter les leading 0 s'il n'y en a pas. 0,6 D et ici, je dois lui passer mon random integer. Voilà. L'idée, c'est d'avoir 6 chiffres chaque fois. Une fois que j'ai tout ça, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais donc pouvoir dire ici que ma validation, donc le code, c'est le code qui est là. Pour ma création, je vais dire que validation. Et ici, je vais dire que c'est création, bien sûr. Et validation.set activation égale activation. Pardon, c'est expiration ici par contre pour le coup. À quel moment on n'a pas le droit de expiration? Il manque que expiration. Ok, là on est bien. Je vais venir ici renommer refactor rename
include ancestor, expiration. On est bien. Dans validation service ici, il nous reste juste à la fin ici de dire que 10.validation repository.save et puis validation. Donc l'actualisation sera nulle. Ici, la méthode doit être privée. Je ne l'ai pas mis privée, mais elle doit être publique par contre. Donc là, j'ai mon objet d'activation qui est plutôt bien fait. Il me suffit de revenir dans mon utilisateur service ici. Je vais injecter en plus ici ma méthode de validation. Et je veux dire que j'en ai besoin ici. Une fois que j'ai fait le save ici, le save, il peut me retourner mon utilisateur qui était enregistré. Donc, je suis plutôt bien. Donc, je vais faire utilisateur. Je peux donc dire directement ici que je vais stocker l'utilisateur ici. Et je vais donc dire ici que 10.validation service.enregistrer avec l'utilisateur qui a été créé. On est bien jusque là. Maintenant qu'on a ça, il faudrait donc qu'on arrive à envoyer le mail à l'utilisateur pour qu'il puisse recevoir le code de connexion et puis qu'il puisse faire la chose. D'accord? Dans mon validation service ici, après l'enregistrement, ce que je vais donc faire, c'est appeler un service qui envoie des mails en fait. Donc je vais donc dire ici que je vais créer un notification service. Donc, notification service, qu'est-ce qu'il va faire ici? C'est un service, encore une fois aussi. Je pourrais l'appeler component aussi, ça marche très bien. Je vais dire que c'est une méthode publique qui ne retournera rien et qui va envoyer une notification. Notification lors de la validation, bien sûr. Donc, il me faut une validation, bien sûr. Tout à l'heure, du moins quand on a généré le projet, on a importé un mail sender. Donc, je vais dire ici que j'ai un Java mail sender. Java mail sender. Voilà. Pour que ça puisse être injecté, même chose, injection par le constructeur, all axe constructor ici. Il faudrait que je crée d'abord mon mail en fait que je vais envoyer. Simple mail message. Mail message comme ça égale à new simple mail message. Là, on est bien. Message .from pour donner de qui vient le mail en fait. Donc je vais donc dire ici, vous donnez là du coup souvent on fait le no reply @chilo.tech. Comme ça, on dit que ça vient de mon site en fait pour le coup. Deuxième étape, je dis ici à qui je vais envoyer le mail en fait. Je vais envoyer dans le mail à l'utilisateur. Et je vais dire que l'utilisateur, pour l'avoir, je vais faire simplement validation .get utilisateur .get email. Comme ça, on envoie au mail de cet utilisateur-ci. Même chose, mail message .set sujet. Je vais dire que le sujet, c'est votre code d'activation. Et ici, je vais donc rajouter dans mes mail message ici, le texte ici que je vais envoyer. Pour ça, je vais aller passer par le string, ce sera plus simple, ça me donner plus de latitude. Je peux commencer par construire mon message moi-même d'abord en Excel. String.format. Alors, bonjour, pourcentage S. Je mets le nom de la personne ici. Je vais mettre un BR pour revenir à la ligne. Votre code. Vous pouvez passer une page HTML aussi, ça marche bien. Hein. D'activation. Et vous mettez le message que vous voulez, bien sûr. Pourcentage S encore. À bientôt. Vous mettez le message vraiment que vous voulez. Hein. Je mets juste comme ça pour des besoins d'exercice. Et donc, comme on en a deux, je vais mettre ici. Je vais remettre ça sur deux lignes, ce sera plus simple pour la lecture. Il me faut donc avoir la validation dans laquelle je vais chercher l'utilisateur et son nom. Et pour le coup, validation .get code. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc dire ici que ça c'est le texte. Voilà. Et donc, comme je conçu mon message ici, je vais donc dire que j'ai un Java mail sender.send mail message. J'aurais pu dire que je vais renommer ça en message tout simplement. Voilà. Comme ça, on a donc la possibilité d'envoyer dans notre mail.
Il faut donc qu'on vienne dans le validation service ici et qu'on récupère donc notre service de notification. Et ici, on va donc pouvoir dire que on va lui demander d'envoyer donc un mail à l'utilisateur. Et on va donc dire ici qu'on veut envoyer à la validation. Donc ça qu'on peut donc récupérer, donc envoyer la notification à l'utilisateur pour recevoir le code, pour qu'il reçoive son code et qu'il puisse activer son compte sur le système. Alors, il nous reste juste une chose à faire, c'est de configurer le serveur de mail pour qu'on puisse envoyer le mail dessus. Donc pour ça, comme on a dit, on utilise un serveur en local. On va venir ici. Alors, Spring Mail. Le host ici, on va dire que c'est le local host. Et le port ici, c'est le port sur lequel tout notre conteneur. On va voir ça ici. Dans le Docker Compose ici, on a donné une valeur à notre port qui était le 9025. Et donc, je peux donc revenir dans mon application properties ici. Je vais mettre ça là. Je pense qu'on devrait être bien. On va essayer déjà ça. Il faudrait que je supprime mon utilisateur de la base de données. Sinon, j'aurai encore la même erreur en fait tout à l'heure. Alors, je vais supprimer et je vais pouvoir stocker. Il dit que je veux utilisateur parce que j'utilise le même utilisateur chaque fois. D'accord? Donc, ce que vous créez dans l'utilisateur, vous stockez dans votre base de données et vous envoyez dans un mail pour que l'utilisateur puisse activer son compte sur votre système d'information en fait. Donc, on est parti. On se réinscrit et on regarde ce que la chaîne nous demande. Si on n'a rien loupé, si on n'a pas d'erreur, si tout se passe bien. On a encore 200. C'est plutôt bon signe. On n'a rien qui s'est passé, du moins on n'a pas d'erreur. Normalement, vous recevez dans votre mail, bien sûr. Mais comme on a un mail en local, nous, on va pouvoir donc aller voir ce qui se passe dans le mail en local. Pour le coup, je vais reprendre mon Docker Compose qui était là pour avoir le port sur lequel écoute notre serveur. Il écoute sur le port 90-81. Donc, si je reviens par là, localhost 90-81, SMTP for Dev, je vais dire que je vais autoriser les notifications. Allez hop, on est bien là. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Là, il nous dit que votre mail, il n'a pas fait le retour à la ligne, mais bon, c'est pas très grave. Donc, bonjour Achille Bouguin, ça c'est le nom qu'on a donné, votre code d'activation est ça. Donc, il nous reste juste une dernière étape, c'est de créer la route pour que quand l'utilisateur nous envoie le code, on puisse activer son compte, tout simplement. On va pouvoir le faire. Il faudrait commencer par autoriser la route, parce que sinon, on aura une erreur. Donc, je vais tout fermer. Je reviens ici. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir activer d'abord la route. Donc, la route ici, je vais rajouter une autre route. Comme j'ai rajouté un request matcher ici, je vais dupliquer ma route, mais sauf que cette fois-ci, c'est inscription, si je vais appeler activation. D'accord? En entrant, on prendra juste le code d'utilisateur en fait pour pouvoir activer son compte. Dans utilisateur contrôleur ici, je vais dupliquer la méthode ici. Hein. Je ne vais pas aller très loin pour la chercher. Je duplique ça. Je remplace l'inscription ici par activation. Comme il n'y a qu'une seule valeur, je ne vais pas recréer une entité pour ça. Je vais juste récupérer une map. String et puis string comme ça. Et ici, je vais prendre ça comme étant mes valeurs pour l'activation. Si j'ai mes valeurs pour l'activation ici, je vais donc appeler ma méthode activation dans utilisateur service. Il faut que j'importe mon Java utilmap ici. Et je vais dire ici que ça c'est activation aussi. Il n'y a pas de méthode activation. Si je tape CTRL entrée, bien je mets ma souris ici. Et on a créé la méthode, je peux la créer directement. Pour la créer donc, on a l'activation ici. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait commencer par aller chercher l'activation qui correspond au code en fait. Donc dans validation service ici, je vais dire ici que moi je veux une méthode publique qui retourne de la validation et je vais l'appeler lire en fonction du code. Je vais donc récupérer ici en entrée un string qui donne un code.
Dans validation repository, ici, je vais donc créer une méthode avec Spring Data. Je vais quand même mettre en optional, comme ça je pourrais lever une erreur. Et je vais dire que find by, ici sera plutôt find by code. Et ici, on aura un string qui sera notre code qu'on a donné à l'utilisateur tout à l'heure. Comme j'ai mon find by code ici, je peux revenir ici dans mon validation service ici, voilà. Je vais donc dire ici que this.validation repository find by code. Comme j'ai mis un optional ici, je vais pouvoir donc lever une exception si ça n'existe pas. Find by code, et puis je vais donc passer mon code ici. Et je vais dire ici que s'il n'y a pas le code, on peut throw new runtime exception qui dit que votre code est invalide. Encore une fois, si vous voulez voir comment gérer les erreurs proprement, j'ai une vidéo dans le code qui vous explique comment vous pouvez mettre en forme de votre message d'erreur, bien sûr. Et je vais pouvoir retourner ça ici. Maintenant, comme j'ai ça, je peux donc revenir ici dans mon utilisateur service. Pour l'activation, je vais donc dire ici que this.validation service lire en fonction du code. Donc, je vais donc dire ici que activation.get code. Comme ça, je stocke ici ma validation. Alors, première chose donc, je vais donc dire ici que if, si l'instant où il vient activer son compte en fait, est après le moment d'expiration en gros, alors on va lever une exception pour dire que votre code a expiré. Donc je copie juste ça pour gagner un temps. Et on dit ici que votre code a expiré. Sinon, on va donc pouvoir aller chercher l'utilisateur, celui qui est dans la base de données en fait. Donc je vais donc dire au code de validation et on va l'activer. Donc je vais donc dire ici que je pourrais ne pas le faire, mais bon, je vais quand même le faire. This.utilisateur repository.find by ID. C'est quel ID que je veux? Je veux celui qui est dans validation. .get utilisateur. .get ID. Et s'il n'existe pas, il faudrait qu'on lève l'exception pour dire en gros que l'utilisateur est inconnu. Ok. Vous pouvez faire comme ça des mécanismes de validation autant que vous en voulez. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez donc l'utilisateur ici à activer. Si vous êtes jusqu'à ce niveau, c'est bien. Vous pouvez donc revenir ici et ce que vous allez donc faire ici, c'est dit que utilisateur activé point set actif et vous pouvez donc dire que c'est true cette fois-ci. Et comme c'est true, on pourra donc authentifier l'utilisateur et faire ce qu'on a à faire avec. Voilà, du moins, le laisser utiliser le système. On est bien. On va pouvoir activer dans notre utilisateur qu'on a vu tout à l'heure passer. Stop and rerun. Et ici, je vais juste venir dupliquer ça pour renommer et activer l'utilisateur. Je vais appeler ça, je crois que j'ai mis activation, c'est bien ça. Et l'utilisateur, pour l'activation, il va nous filer ici son code qu'il a reçu, qui était dans le mail qu'on a vu tout à l'heure. Il ou elle d'ailleurs, l'utilisateur ou l'utilisatrice. Ça a démarré. Et hop, si je fais ça, j'ai pas le droit parce que ça c'est activation. Je me suis pas trompé dans l'orthographe tout à l'heure, j'espère. Il me dit que mon code a expiré parce que ça fait il y a 10 minutes que j'étais là. Donc je vais supprimer l'utilisateur juste et je vais recréer un nouveau. Ce sera plus simple parce que normalement on aurait pu redemander le code pour l'utilisateur. Mais bon, comme le code a expiré de 10 minutes là, je vais pouvoir supprimer. Et me réinscrire
et obtenir un nouveau code. Ou bien je vais venir faire ça sur la validation ici, parce qu'il y a une clé étrangère sur l'utilisateur en fait, donc je ne peux pas supprimer effectivement. D'ailleurs, ça me fait voir qu'il y a un truc que j'ai pas fait. Il faudrait sauvegarder la validation en fait, quoi, tout simplement. Alors, l'utilisateur qui est là, on va pouvoir le supprimer aussi. Et maintenant, je vais venir m'inscrire d'abord. Je vais leur dire ici que mon nom, mon nom Achille Bougang. Si je mets mon nom Achille Bougang comme ça, mon mail, email, achille.bougang@chilo.tech. Et il me reste juste le mot de passe. MDP. Je vais l'appeler. Je vais donner la valeur password. On est bien. Voici mon Achille Bougang. Et ça, c'est l'inscription. Là, on est bien. Pour activer, je vais appeler ça activer. Et je vais donner le code que j'ai reçu par mail, le nouveau, qui est par là. Voilà. Celui-ci. Et je vais pouvoir le mettre dans mon Postman. Et si je fais ça. Voilà. Donc mon utilisateur maintenant, il est créé et il est actif en fait. Si je rafraîchis, ça c'est quoi? Actif à false? C'est pas normal, monsieur. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas sauvegardé? Je vais mettre mon point d'arrêt là. Et hop, je fais ça. Set actif à true. Si je fais ça et je reviens dans ma base de données. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais venir ici, je vais leur dire ici que 10.utilisateur repository.save et je vais donner donc l'utilisateur à activer bien sûr. Comme ça, il va me stocker l'information sur mon utilisateur après activation. Et donc, la même chose, il faudrait que j'appelle ici le validation repository pour dire en gros que cette validation s'y a changé et qu'on peut la sauvegarder en fait. Je suis encore dans les 10 minutes normalement. Et si je fais ça, je vilie ça. J'enlève mon point d'arrêt. Je reviens dans ma base de données et j'actualise mon utilisateur. Voilà, mon utilisateur il est actif maintenant. Donc c'est comme ça que vous allez donc pouvoir créer un utilisateur et vous allez pouvoir permettre qu'on puisse activer un utilisateur dans votre système. Donc voilà un peu ce que je voulais voir avec vous concernant Spring Security pour vous montrer comment vous pouvez créer un compte utilisateur, activer un compte utilisateur et puis comme ça, je n'ai pas mis la partie activation mais vous pouvez donc avoir des stats sur le nombre de comptes qui sont créés sur vos applications tous les jours en fait. Si vous aimez bien, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, partagez autour de vous pour que ça puisse faire des émules. Pour info, on a une session de Spring qui va démarrer sous peu. N'hésitez pas à vous inscrire si vous avez des questions. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn comme je dis souvent ou alors à la limite, vous pouvez réserver un bon créneau et puis on aura 30 minutes en one-to-one pour échanger ou 1 heure selon vos disponibilités ou bien vos questions en fait. Encore une fois, merci d'avoir suivi. C'est très gentil d'avoir passé ce temps-là avec moi virtuellement. J'espère que vous ne repartez pas les bras bredouilles et que vous avez appris un tas de choses en fait. D'accord? Merci beaucoup. À très bientôt encore. Et puis d'autres formations sont à venir sur la chaîne. Abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez autour de vous et puis prenez soin de vous. À plus tard.